Bonjour à tous, bienvenue chez Leadersano. Aujourd'hui, vous êtes chanceux parce que j'ai un invité de marque qui partage vraiment les valeurs de Leadersano. Aujourd'hui, je suis avec David Véninck, entrepreneur, web entrepreneur à succès, papapreneur. Salut David. Salut Charles, merci pour l'invitation. Ouais, merci beaucoup. Merci de prendre le temps pour venir partager avec nous ton histoire, ton parcours d'entrepreneur, la manière dont tu prends soin de toi pour vivre pleinement ton aventure entrepreneuriale et avoir du succès en affaires tout en priorisant ta santé physique et ta santé mentale, mais aussi et surtout ton équilibre, notamment, ta vie de famille. Pour, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui peut-être te connaissent pas? Ok, ouais, avec plaisir. Je m'appelle David Véninck, j'ai 39 ans au moment où on enregistre cet audio. Je suis le papa de 3 enfants, 2 garçons et une fille qui ont entre 8 et 13 ans. J'ai lancé ma propre activité en 2000, enfin, je me suis lancé en 2014. J'ai dit adieu au salariat en 2014, mais j'ai démarré l'entreprise en 2015 suite à une remarque de mon premier enfant, de Timothée. À l'époque, il avait 4 ans et demi et je le voyais jamais parce que je partais le matin très tôt pour éviter les bouchons en région parisienne. Je rentrais très tard le soir pour la même raison et puis parce que j'avais des clients un peu partout en Île-de-France. Et depuis 2015, mon métier, ça a été de transmettre aux indépendants ce que j'ai appris dans un premier temps dans ma carrière commerciale, comment mieux se vendre, comment répondre à la question « et toi, tu fais quoi dans la vie ?» d'une façon concise et accrocheuse, comment donner aux autres l'envie d'en savoir plus sur soi. Et puis, depuis 2017, plutôt orienté dans les stratégies web marketing, comment est-ce qu'on utilise le web, notamment les webinaires, la publicité sur Facebook et ce genre de choses, pour automatiser son acquisition de clients. Et ça, c'est ce que je fais aujourd'hui au travers du mouvement No Limit Impact. OK, tu veux nous dire un mot rapidement sur nos limites impact? Ouais, No Limit Impact, c'est né en fait. Il y a une petite histoire autour de ça parce que c'était en mai 2021 où finalement je reçois un message d'un dénommé Julien Musy. Julien Musy, on se connaît depuis quelques années et il me dit mais David, j'ai fait un rêve, il faut que je t'en parle. Et il me dit franchement, on fait chacun des choses de notre côté. Il y a Levi qui fait des choses de son côté, moi aussi, toi aussi. Et je pense que si on associait quelque part nos forces, on serait capable de pouvoir changer totalement l'industrie du coaching francophone, de pouvoir proposer un niveau de service totalement différent et d'impacter le monde complètement différemment. Et à ce moment-là de mon développement, ça fait totalement sens parce que ce que je cherche à accomplir, c'est avoir toujours plus d'impact et de liberté. Ce qui m'a toujours drivé au départ, c'était la liberté. Et j'ai acquis cette liberté au bout d'un moment. Et je suis arrivé à un stade de ma vie où je sentais que la liberté, je l'avais, c'était cool. Et il me manquait quelque chose. Et ce quelque chose, c'était l'impact. C'était le fait de pouvoir aller plus loin, de pouvoir toucher encore plus de monde, de pouvoir aller plus en profondeur. Et donc, depuis mai 2021, on a associé nos forces pour ensemble développer le mouvement No Limit Impact. Julien avait leader dans ton marché, Levi avait leader closer, moi j'avais Kaizen Attitude, et on a fusionné ensemble nos activités, nos talents pour pouvoir aider nos clients qui sont des coachs, thérapeutes, des consultants, des indépendants à développer leur acquisition de clients, passer de 0 à plus de 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires pour certains de nos clients avec le mouvement No Limit Impact. OK, parfait. Parfait, merci pour, ces précisions. Avec plaisir. J'ai regardé ta première vidéo YouTube, parce que dans ta stratégie, évidemment, il y a YouTube, depuis plusieurs années. Ta première vidéo YouTube, elle date d'il y a 7 ans. Mm. Si tu te remets dans le toi d'il y a 7 ans, qu'est-ce que tu ressens par rapport au chemin parcouru? Et surtout, est-ce que il y a un grand défi que tu as eu à relever qui te vient en tête? Ouais, il y a plein de défis effectivement qui ont dû être relevés. Euh, En fait, je crois que le plus grand défi, tu vois, ce qui vient comme ça quand je réfléchis à ça, le plus grand défi, c'est pas un défi en particulier, mais c'est quelque chose qui est revenu régulièrement dans mon parcours, c'est de prendre conscience que ce qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui n'est pas ce qui m'amènera là plus tard. Mmh. C'est-à-dire que ce qui m'a amené là où j'en suis et peut-être qui aujourd'hui m'empêche d'atteindre la marche supérieure que je veux gravir. Et ça, plusieurs fois dans mon parcours, je me suis rendu compte de ça. On parle c'est souvent de croyances limitantes ou ce genre de choses, peu importe le nom qu'on donne à tout ça. Moi, je sais que les plus grands challenges, moments d'évolution, sont été les moments où j'ai pris conscience que
ce qui m'empêchait d'avancer ou ce qui me maintenait dans une situation, un statu quo qui ne me convenait plus, c'était justement que je donnais de l'importance ou je nourrissais une croyance qui m'avait été extrêmement utile et dont j'avais besoin de me détacher. Tu vois. Et ça a été un peu les plus grands challenges d'arriver à changer ce système-là, changer quelque chose que tu as appris déconstruire une croyance que tu as développée pendant 10, 20, 30 ans, tu vois, et commencer à la transformer, à croire autre chose, à voir les choses différemment. C'est pas évident. Aujourd'hui, je suis capable d'arriver à transformer ça plus rapidement, mais je sais qu'au début, c'était quelque chose de très difficile pour moi. De me rendre compte de qu'est-ce qui me limite et comment est-ce que je peux dépasser ça. Et d'être toujours plus dans cette recherche d'alignement, en fait. Tu as un exemple justement d'une croyance que tu as dépassée? Ouais, carrément. Hem, Tu vois, typiquement, une croyance que j'ai depuis très longtemps, qui m'a été extrêmement utile, c'est celui qui se contente de peu ne manque de rien. Et je développais ça par mon enfance. Mes parents m'ont inculqué ça. Moi, je crois en ça. Tu vois, c'est une chanson de Soprano que j'aime bien aussi, qui dit ça à un moment donné. Et donc, je crois dur comme fer à ça. Sauf que tant que je ne crois qu'à cette croyance, celui qui se contente de peu manque de rien, eh bien, si je suis dans une situation où ça va, il y a pire, en gros, j'ai été éduqué aussi en mode, hey, tu vas pas te plaindre parce qu'il y a pire que Mmh. toi. Donc, quand tu as une situation comme ça, en fait, ça ne m'aide pas à me dépasser. Tu vois. Et du coup, automatiquement, je vais auto-saboter ma croissance, je vais auto-saboter les choses parce que je me dis, en fait, ça va. Et pourquoi tu voudrais chercher plus, sachant qu'il y a pire que toi, sachant que tu es dans une situation où ça va. Tu vois, je repense par exemple au retour du Tour du Monde. J'ai l'impression, je suis dans une situation où je me sens vraiment bien, j'ai accompli plein de rêves, c'est cool, et j'arrive pas à avancer. Je procrastine sur plein de trucs, je sens que j'ai plus de feu sacré. Et en fait, tu vois, cette idée-là de me dire, celui qui se contente de peu manque de rien, me maintient dans cette zone de reste tranquille, tout va bien. Et en fait, ce qui a switché par rapport à cette croyance, c'est de se dire, OK, c'est bien de croire ça parce que c'est ce qui m'a permis de lancer mon entreprise, parce que de dépasser la peur de l'échec en me disant, ouais, mais si tu la lances et que ça ne marche pas, c'est pas grave. Au pire des cas, je peux vivre avec peu et je serai quand même heureux. Je serai pas malheureux. Si je dois prendre un job alimentaire pour continuer à vivre mon projet, je suis prêt à le faire parce que cette croyance-là vient me soutenir là-dessus, tu vois. Mais au moment où je veux avancer, là, elle me limite. Et du coup, prendre conscience que et c'est aussi quelque part comme si j'avais l'impression d'être déloyal un peu vis-à-vis de mes parents, tu vois, ou vis-à-vis de mon éducation. De me dire, oui, mais attends, David, quitter pour aller chercher plus loin, quitter pour aller dire, tu vois, pour vouloir un peu plus, en fait. Et ça, mes parents ne sont pas dans cet état d'esprit-là. C'est vraiment en mode, on ne fait pas tout ce qu'on veut dans la vie. Et puis, Mmh. voilà, contente-toi de ce que tu as, c'est déjà bien. Et c'était top comme en éducation pour m'amener là où j'en suis, partir en voyage sans craindre quoi que ce soit. Mais à un moment où je veux vraiment aller à l'étape d'après, moi, je me rends compte que ça, c'est limitant. Après, il y a plein de choses, en fait, tu vois. Ouais, enfin, il y a plein d'exemples comme ça où tu as besoin de dépasser. Tu vois, pendant longtemps, j'ai construit aussi une identité autour de ma famille. Et la famille, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Mais j'ai eu du mal à accepter aussi le fait que euh, j'ai une valeur famille forte, mais ce n'est pas ma valeur numéro une non plus. Et à un moment donné, comme beaucoup de gens me percevaient par ce regard-là, je me dis, attends, si j'accepte le fait que la famille, ce n'est pas ma valeur numéro une, c'est ma valeur numéro deux, et que ma valeur numéro une, c'est la réalisation personnelle, c'est le fait d'être vraiment qui tu es et de t'épanouir pleinement dans ta vie, j'avais le sentiment de dire, je vais peut-être décevoir des gens, les gens vont plus m'aimer, ou ce genre de trucs. Et cette croyance, tu vois, cette image-là m'avait amené jusqu'à un certain niveau, et je m'étais dit, si je me détache de ça, ça va me nuire. Et finalement, moi, c'est encore pour être intègre et vraiment être aligné, ce qui est le plus important pour moi, c'est la réalisation personnelle, c'est d'être 100% soi-même. Et donc, du coup, le fait d'accepter que, OK, finalement, la famille, c'est quelque chose de très important pour moi, mais j'accepte le fait que ce n'est pas ma valeur numéro une, mais ma valeur numéro deux. Et bien, à ce moment-là, ça m'a permis aussi de me libérer et de continuer d'avancer, en fait. Et tu vois, il y a plein de choses en termes de perception qui peuvent se mettre dans le chemin de la croissance. Est-ce que ça fait Ouais, sens? C'est clair ouais, ce que je dis? ouais, ça fait carrément sens et surtout je m'identifie beaucoup à ça. Ça me fait beaucoup de bien d'entendre ça parce que c'est aussi une valeur qui est forte chez moi, la valeur famille et en faisant justement, plusieurs fois l'exercice de déterminer quelles étaient mes valeurs hautes,
je me suis rendu compte que, la famille était très présente, mais qu'elle arrivait aussi en deuxième position et j'ai comme culpabilisé de ça pendant quelque Mmh. temps. De me dire: «Ah mais» heu, par exemple pour mes parents, je sais que la valeur numéro un, c'est la valeur famille Ouais, et ouais, du coup je me disais: «Ah mais moi aussi ça devrait être la valeur numéro un et c'est plus tard quand j'ai compris que en fait ma valeur numéro un viendrait soutenir ma valeur famille, exactement. qui est une valeur, un peu similaire à la tienne. Moi, j'aime bien rattacher ça sous l'évolution ou ouais, la croissance personnelle. Ça me va aussi comme définition. En fait, ça vient soutenir cette valeur famille et Ouais. d'ailleurs, on le voit, c'est cette valeur famille, elle est qu'elle est forte. D'ailleurs, même quand tu te présentes, tu vas rapidement dire: «Je suis papa» et cetera. Dans tes vlogs, on va le voir sur ta chaîne YouTube, on va voir tes enfants. Tu leur accordes une place importante même dans la manière dont tu vas parler de ton activité. Hem, Si on parle rapidement de la gestion de ta vie de famille à travers, le prisme de ton activité entrepreneuriale, comment tu concilies ça? Aujourd'hui, j'estime que, c'est surtout Céline, qui est ma femme. Céline, qui soutient, vraiment la famille. C'est elle qui, la plupart du temps, est la personne qui prend, comment dire? Qui prend en charge et qui supporte vraiment, la famille. Moi, ce que je ma posture par rapport à ça, c'est, comment dire? Tu vois, j'amène pas les enfants tous les jours à l'école, par exemple, mais je sais que quand je veux le faire et c'est quelque chose qui est important pour moi, je prends des temps choisis, en fait, par rapport à ça. Et je sais qu'il y a des moments où le matin, c'est très important pour moi de rester focus et de pouvoir être, de rester dans ma bulle et je veux pas sacrifier ce moment-là parce que c'est un temps important. Et pendant un moment, je culpabilisais quelque part de dire: «Ah, je n'emmène pas les enfants à l'école le matin, je devrais le faire». Hem Alors qu'en réalité, c'est pour moi le matin, c'est le temps le plus productif de ce que je peux avoir. Mais par contre, pour autant, je vais choisir de prendre des moments choisis de qualité et je suis pas dans la quantité, je suis dans la qualité. C'est-à-dire que pendant longtemps, je me dis: «Tiens, il faudrait que je termine tous les jours à 16 heures pour aller chercher les enfants à l'école». Hem Et ça, c'est quelque chose qui d'un côté m'inspire, mais en réalité, si je suis honnête avec moi-même, ce que je veux, c'est faire en sorte que le temps que je passe soit du temps de qualité, pas parce que, c'est tous les jours ou ce genre de choses, c'est que je veux le faire. Tu vois, on a fait le tour du monde en famille pendant 10 mois. On a passé, 10 mois tous ensemble. C'était juste incroyable. Pour autant, il y avait des moments où je travaillais et c'était l'objectif, c'était pas d'être en vacances, c'était pas d'être 100 tous ensemble. Je pense que moi, l'équilibre que je trouve, pour moi aujourd'hui, c'est, le fait de pouvoir définir dans mon emploi du temps des moments qui honorent le temps où j'ai besoin de concentration et les moments où, par exemple, ce sera plus l'après-midi ou plus en soirée ou ce genre de choses, où là, je ne prends aucun rendez-vous et je veux être avec les enfants. Tu vois, typiquement, c'est le lundi midi. Lundi midi, c'est bien, on va chercher les enfants pour qu'on mange tous ensemble en famille à la maison, enfin, sauf le grand qui est au collège et les enfants en école primaire. Donc, lundi midi, pour moi, c'est important. J'avais un rendez-vous qu'on m'avait proposé tous les lundis midi. Je dis non, ça, c'est pas possible. Je veux le garder. Donc, c'est de planifier. Comment je concilie les deux? C'est d'être clair sur qu'est-ce que je veux en fait vivre comme moment avec les enfants et pour le travail. Et tu vois, typiquement, je sais que le mercredi midi, pareil, c'est un moment où je ne veux pas avoir de rendez-vous parce que les enfants sont à la maison, donc je veux pouvoir déjeuner. Je ne veux pas avoir de rendez-vous avant 14h30 parce qu'on fait des jeux le midi, par exemple, après le repas, et je veux avoir ce temps-là. Donc, euh, si je suis honnête, c'est vraiment Céline. Pour moi, dans ma vie, Céline supporte et s'occupe des enfants à 80% du temps. Et moi, comment dire, je suis là en support à 20%. Enfin, je ne peux pas évaluer par rapport au temps passé, d'accord, mais c'est dans ma vision Ouais, de la je comprends gestion de la la famille, tu métaphore. vois. Je sais pas si je suis super clair par rapport Si, à si, ça, mais c'est clair, c'est clair. et par contre, ma façon de voir les choses, c'est que ces 20%, c'est du temps de qualité que je veux passer avec eux. Voilà. Est-ce que, tu t'arrêtes de travailler, certains jours où tu intègres ta vie de famille dans des journées de travail qui sont 7 jours sur 7? Parce que tu es plus qu'épanoui dans ton activité professionnelle et c'est quelque chose qu'on voit souvent Ouais, chez, les entrepreneurs qui en plus bossent chez eux. C'est ils vont ouais, bosser un peu tous les jours, mais ils vont, certains aussi intégrer des temps de qualité comme ce que tu viens de décrire. ouais. En Qu'est-ce que fait, tu en penses alors de moi, toi? je ne crois pas à l'équilibre. Je crois, enfin, la notion d'équilibre, je n'y crois pas d'un point de vue
équivalent, tu vois, genre 50-50 ou machin. Je Mmh. crois à l'équilibre. Parfois, il y aura des rushs, parfois, il y aura des temps calmes. Et l'équilibre, moi, je trouve mon équilibre, et ça, c'est dans le livre de Essentialism et de One Thing, tu vois, toutes ces philosophies sur aller à l'essentiel, que l'équilibre se trouve au centre des fois être dans un rush de travail, des fois d'être dans un temps de vacances. Et moi, je trouve cet équilibre comme ça. C'est-à-dire que toutes les semaines ne sont pas toutes identiques, sauf certains éléments, comme le lundi midi, le mercredi midi, ce genre de choses, qui, eux, sont planifiés. Mais moi, je trouve l'équilibre, effectivement, où il y a des jours où je vais travailler jusqu'à 19h et je vais rejoindre pour aller aider Céline à préparer le repas ou à manger directement avec tous ensemble. Et puis, il y a des jours où je vais dire, bah non, là, j'arrête de travailler à 14h, je ne travaille pas de l'après-midi parce que je veux qu'on aille faire une balade à vélo, par exemple, le mercredi Mmh. après-midi, je veux qu'on aille visiter un truc. Donc, mon équilibre se trouve, tu vois, il y a des moments où j'ai des moments de rush, où là, effectivement, bah, ils vont peut-être moins me voir dans la semaine, mais les moments clés, comme le coucher, comme les déjeuners, et puis les petits déj, parce que vu que je suis là, même si mon temps de qualité, je descends pour le petit déjeuner, par exemple, pour aller passer ce moment-là avec eux. Là, on a des temps de marche aussi avec Céline. Je sais que ça, j'ai une capacité, j'ai une particularité, peut-être que plein de gens aussi auront, c'est que je suis quelqu'un, quand je suis dans un truc, je suis à fond, en fait. Et si je lève pas la tête du guidon, tu vois, je peux rester pendant 5 heures. Donc, j'ai besoin de mettre dans l'agenda les choses que je veux qu'ils se produisent. Tu vois, ça fait 2 ans qu'on fait ça maintenant avec Céline. On a mis dans l'agenda 3 fois par semaine des temps de marche, par exemple, où on marche 1 heure tous les deux. Et ça, tant que ce n'était pas dans l'agenda, ça ne se passait pas. Et c'est quelque chose que j'adore et que je veux vraiment continuer à maintenir. Et que quand on aura 80 ans, je voudrais qu'on continue à faire ça parce que ça, c'est un moment juste de pause entre nous où on n'a pas les enfants, on n'a pas le boulot, on n'a rien, surtout on travaille ensemble dans la même entreprise. Donc, ça peut être vite facile aussi, tu vois, de toujours tourner autour du même sujet. Donc voilà, ces temps de pause, ils sont calés dans l'agenda. Et je ne suis pas dans un équilibre où toutes les semaines se passent de la même façon. Il y a certains éléments qui reviennent de semaine en semaine, mais la majorité, c'est plus comment je le sens et comment j'ai envie, moi, de donner la priorité cette semaine-là sur la chose en question. OK, donc si j'ai bien compris, tu appliques en fait dans ta vie entre guillemets «de tous les jours», là où tu as ta maison entre guillemets en fixe, tu appliques, finalement les mêmes principes que ce que tu as appliqué en voyage, j'imagine? Parce que tu disais, c'est le voyage, c'était pas des vacances, Ouais. mais c'était, il fallait trouver ces temps de travail et ces temps de qualité avec ta famille. Est-ce que tu peux nous parler Exactement. rapidement de ce tour du monde? J'ai vu une vidéo où tu Ouais. parlais Qu'est-ce que tu veux on a savoir? donné les cours aux enfants. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose du coup que vous avez expérimenté? Comment ça s'est passé pendant ces 10 mois? Ouais. Bah, en fait, on a fait, ça a été un grand questionnement avant de partir. Justement de se dire: «Tiens», parce qu'on était vraiment encore dans ce mode, l'école, l'éducation, c'est important, on ne peut pas déscolariser les enfants. On a commencé à s'intéresser sur les conseils d'amis à l'instruction en famille, à voir que, il y a plein de familles qui ne mettaient jamais leur enfant à l'école et ça m'a ouvert une case sur ce qui est possible de faire. Je savais même pas que ça existait, tu vois, l'instruction en famille. Hem Mmh. Et du coup, on s'est dit: «Ah punaise, mais ça existe et il y a des gens qui s'épanouissent comme ça, il y a des enfants qui apprennent à lire à 8 ans et c'est pas un problème». Waouh, enfin ça m'a ouvert tout un univers et du coup, c'est ce qu'on a fait. On a fait l'instruction en famille où on était un petit peu en mix des 2, c'est-à-dire qu'on était dans cette logique de laisser, quelque part les choses venir et se servir des découvertes, de la nature, des expériences comme source de terrain d'apprentissage. Et en même Ouais. temps, on avait quand même pris dans nos sacs à dos des livres, un peu comme des cahiers de vacances, des livres pour toute l'année, où il y avait quand même des thématiques qu'on voulait quand même suivre et ne pas non plus trop s'écarter entre guillemets du programme. Donc on était un petit peu à cheval entre les deux. On a voulu marier quelque part une sorte, un peu le programme scolaire, mais sans être dans cette structure ou cette rigidité que pourrait apporter un CNED ou quelque chose comme ça, que ça je ne voulais pas, Ouais. ni Céline non plus. On voulait avoir un minimum de cadre, savoir quelles étaient les choses que nos enfants avaient besoin de développer, tout en laissant également une partie de liberté par rapport à ça. Du coup, l'instruction en ligne, ça s'est fait de façon cadrée par Céline, essentiellement lorsque moi je travaillais. Comme ça permettait, dans les temps de travail, moi je développais l'entreprise, Céline faisait l'instruction cadrée avec les enfants. Et puis, ça s'est fait ensuite quand on était tous ensemble dans les aventures du quotidien, entre guillemets, où là, on pouvait profiter de chaque occasion pour pouvoir continuer cette instruction-là. Parce que finalement, quand tu vas dans un musée, voir, je sais pas moi, l'espace, l'astronomie, ce genre de choses, on apprend tout autant que quand tu suis des Bien cours de sûr. géographie, puis des questions, les enfants posent des questions. Enfin bref, et c'est ça qui était intéressant aussi. Nous, c'était pas évident pour nous au départ parce que moi, je croyais qu'il fallait que j'ai toutes les réponses.
Et j'avais peur parce que moi, je suis incapable, je n'ai pas toutes les réponses. Donc, je vais être incapable d'aider mes enfants à se développer. Alors qu'en réalité, non. L'instruction famille, le principe que je trouve génial, c'est qu'on n'est pas là pour avoir les réponses, on est là pour aider nos enfants à les mettre sur le chemin, pour les aider à trouver la réponse eux-mêmes, en fait. Soit par eux-mêmes, soit de mettre sur leur route la personne ou le contenu ou je sais pas, le musée ou l'expérience qui va les aider à trouver la réponse à leurs questions. Et ça, je trouve ça génial. On est plus des guides que des experts ou que des sachants, quoi. Et moi, ça me va beaucoup mieux, en fait. Ouais. Et du coup, c'était quoi le style de voyage? Parce qu'il fallait quand même avoir même ne serait-ce que d'un point de vue logistique, il fallait pouvoir être dans un endroit où il y avait au moins deux pièces séparées pour. Pas forcément, ça dépend des fois. Des fois, on était dans des toutes petites, dans des guest house où on avait une chambre avec 5 lits dans la même pièce. Parfois, effectivement, on a loué, en fait, notre voyage a été un peu à l'image de notre vision des choses, c'est que euh, tout est OK pour nous et on veut tout intégrer. Il n'y a rien qu'on rejette en particulier. On est capable de faire dormir sur un matelas par terre sous une tente, comme être dans un hôtel 5 étoiles. Tout va nous permettre d'avoir de vives expériences, d'apprendre des choses. Et notre voyage était un peu à l'image de ça. C'est-à-dire que parfois, on a voyagé avec les 100% de moyens locaux. Je pense au Pérou, genre de choses où on était vraiment en mode local, avec des bus, avec des gens qui proposaient avec leur propre voiture ou ce genre de trucs, comme le transport en commun ou des transports beaucoup plus cadrés dans d'autres pays, quoi. Et pareil pour le logement. La façon dont on a été hébergé au Laos ou au Canada ou aux États-Unis, pareil, n'était pas du tout la même chose. Et c'était OK pour nous de vivre dans ces différents endroits. Du coup, le truc, c'est simplement de se poser la question de quoi on a besoin comme cadre pour travailler avec les enfants. On s'est rendu compte qu'on pouvait travailler n'importe où, en fait. Et quand je travaille, c'est soit nous pour le business, soit le travailler pour l'instruction avec les enfants. Et finalement, à Ouais. partir du moment où tu es à l'abri, au sec et pas au froid, tu peux bosser. Tu vois, en Australie, il faisait chaud, donc c'était cool. On a travaillé surtout sur des tables publiques, sur des terrains publics où la journée, on pouvait aller sur le bord de la plage et travailler là. On n'a pas besoin d'avoir des pièces pour ça. Le plus important, et je ne sais plus qui a dit ça un jour, c'est ma maison, c'est là où je suis avec les gens que j'aime, quelque chose dans ce délire-là, tu vois, dans cette idée-là. Moi, je crois vraiment à ça. Et du coup, dans notre voyage, l'organisation s'est faite à des moments où ça venait au quotidien, il n'y a pas besoin d'organisation. Il y a des moments où on a eu besoin vraiment d'être beaucoup plus posé, beaucoup plus structuré. Par exemple, on est resté en Thaïlande pendant 3 semaines au même endroit parce que là, moi, je ressentais le besoin d'avoir du temps pour produire des formations, pour faire des actions bien Ok. particulières. Et donc, on est resté pendant 3 semaines dans une maison où on avait 3 chambres, une pour les enfants, enfin non, deux pour les enfants, une pour nous, et puis, j'ai des bêtises, 2 chambres, pardon, et le salon. Une chambre pour nous, une chambre pour les enfants, et puis dans le salon où il y avait la vie de tout le monde. Et on est resté 3 semaines ici, tu vois, on a besoin de cadre. Donc, ça a été vraiment cette image-là. Il n'y avait pas, une façon particulière de voyager. On voulait justement montrer aux enfants différentes options et leur montrer que quel que soit le chemin qu'on prenait, on pouvait en tirer des leçons et apprécier le voyage, en fait, quel qu'il soit, que ce soit dans des choses galères, où la route n'était pas confortable, où le logement n'était pas confortable, ou peu importe, et dans des endroits où c'était l'inverse. Et parce que je pense que quand on s'habitue à quelque chose, c'est là où on s'encroute quelque part. Et moi, s'il y a une chose que j'avais envie de transmettre à mes enfants, c'était n'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur de l'incertitude. Tu vois, s'il y a une chose que je voulais qu'ils repartent grandis de cette expérience, c'était qu'ils soient capables, dans leur vie, de pouvoir accepter tout ce qui arrive et de se dire que quoi qu'il leur arrive, même si ce n'est pas prévu, même si c'est quelque chose qui doit changer de tout au tout, si ça remet en cause tout, c'est OK. Ils vont accepter en fait ce changement et savoir que de toute façon, ils seront capables de faire avec et de trouver des solutions. Voilà, ça, c'était vraiment pour moi le plus important. Ouais, en plus, le voyage est parfait pour ça parce qu'il y a toujours cette forme d'incertitude et de galère, surtout quand tu vas dans des Ouais, pays c'est clair. comme le Pérou, la Thaïlande, où c'est pas du tout les mêmes cultures. Ça demande une capacité d'adaptation qui est forte et donc pour les enfants, c'est aussi un bon terrain d'apprentissage. Ah, merci pour cette petite aparté voyage parce que c'est des sujets qui m'intéressent particulièrement. Mais surtout, je voulais voir avec toi, faire tomber un peu cette croyance parce que
Et c'est quelque chose qui m'a été souvent, dite quand justement moi aussi c'est l'un de mes rêves de partir en tour du monde et souvent on me Mmh. dit: «Bah, comment tu vas faire pour travailler? Il va te falloir des endroits distincts et cetera» et en fait, moi je crois surtout dans nos business où on travaille en ligne qu'il y a des périodes de rush. Effectivement, tu vas produire une formation, quelque chose qui va te demander plus de travail, donc là tu as besoin de te concentrer et ça vaut le coup de se mettre à un endroit fixe pendant 3 semaines. Mais parfois tu es peut-être juste en création de contenu ou en livraison et heu et heu et là tu peux être, dans un autre lifestyle. C'est Merci ça, pour ça. quand tu comprends en fait que, en fait, moi, moi, en tout cas, mon expérience du truc, c'est que les blocages que je me mettais, c'est par rapport à ce que je pensais devoir faire, tu vois? Ah, il faut que, par exemple, au début, on se disait: «Ah, tiens, si on profite pas, si on voit pas plein de trucs du pays, en gros, Oui, les gens vont» voilà. Et tu vois, c'est con parce que ça provient de ce que les autres vont penser, même pas de toi, tu vois? Au début. Tu dis: «Ouais, mais les autres vont dire: "Attends, le mec, en gros, il est allé, dans un pays et puis il a même pas profité, il a pas vu ça, il est resté au même endroit, par exemple, c'est nul." Et c'est du le coup, toi, syndrome tu vacances ça. ouais, et du coup, ça peut au début, ça a pu nous amener à bouger tous les jours et à aller voir le maximum de trucs. Et on s'est cramé. Au bout de 3 mois, Ouais, on était vraiment cramé parce qu'on bougeait tous les 2 jours, tous les jours. Et on était fatigué, limite à vouloir rentrer. Tu vois, on est arrivé, je me souviens, au Chili, on était éclaté avec Céline et les enfants, on en avait marre et on s'est posé la question, tu vois. Du coup, là, on s'est dit, en fait, c'est juste stop. Moi, d'ailleurs, au tout démarrage, qu'on voulait, c'était voyager lentement, justement parce qu'on voulait avoir un rythme, ouais, pas un rythme peu importe ce que les autres font, mais ce que nous, on veut faire. Et du coup, à partir de ce moment-là, on a juste commencé à se dire, je vais juste avoir un rythme et prendre des habitudes qui sont juste alignées à ce que moi je veux, peu importe ce que les autres en penseront. Mais si je veux rester 3 semaines sans visiter, je le ferai. Si je veux visiter tous les jours, je le ferai. Et puis, c'est encore cette notion d'équilibre dont tu disais tout à l'heure, c'est que parfois, on a bossé genre 3 jours sur 5. Et parfois, j'ai pas bossé pendant 3 semaines d'affilée, tu vois. Et l'équilibre, c'est de trouver pas dans une approche linéaire en mode on bosse le matin et on bosse pas l'après-midi tous les jours pendant les 10 mois. Non, moi j'ai trouvé mon équilibre en ayant des périodes d'une certaine façon et d'autres périodes différentes pour être juste 100% adaptable à ce que j'avais besoin au moment où j'en avais besoin. ouais, ouais, super. Je te remercie beaucoup pour ce partage parce que jaser dans les chaumières des personnes qui hésitent vraiment, à voyager avec des enfants tout en conciliant leur Ouais, travail. franchement, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense, hein. Enfin, moi, j'avais plein de Oui, peur, mais c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. On a mmh, croisé des tonnes de familles sur la route, on a croisé des tonnes de ouais, voyageurs, ça qui est génial. Enfin, on a croisé des célibataires, on a croisé des célibataires seuls, des célibataires entre amis, on a croisé des couples seuls, on a croisé des couples avec enfants, on a croisé des jeunes, on a croisé des vieux, on a croisé toutes sortes de voyageurs. Et je trouve ça génial. mmh, Parce que ouais, tu te rends compte qu'il n'y a pas une façon de voyager, il y a autant de façons de voyager qu'il y a de gens sur Terre, tu vois. c'est un bon moyen pour m'amener sur une question, que j'ai envie de te poser depuis, le début de notre échange. Il y a quelque chose qui est Mhm. presque comme un mantra chez toi, qui est «Oser être, se réaliser». Quelque Mhm. chose que tu as beaucoup partagé dans tes contenus, que ce soit sur YouTube, mais Mhm. j'imagine aussi dans la manière dont tu parles à tes clients. Mhm. Justement, c'est d'où ça vient, pour toi et pourquoi tu as choisi d'adapter ces 3 verbes finalement? Oser être, se réaliser. Je pense, enfin, je pense, c'est pas je pense, ça provient, c'est tout ce qu'on veut accomplir souvent, en tout cas, ou je sais ce que je crois, en tout cas, moi, c'est mon cas. Ce que j'ai voulu accomplir au moment où vraiment j'ai voulu aller dans cette direction-là, d'oser, d'être soi-même, se réaliser, c'est parce que par le passé, c'était pas le cas, en fait. C'est parce que justement, il y a un peu cette blessure ou tu vois, cette revanche que tu veux prendre sur la vie. Et moi, je suis quelqu'un à la base, je suis un enfant plutôt obéissant. J'ai pas créé de problème à mes parents, j'ai toujours écouté. Quand je voulais faire des choses par le cœur, d'envie, parfois mes parents ont plutôt avoir eu tendance, encore, par vraiment pur amour et par protection, par le fait de vouloir le mieux pour moi, vraiment, en plus, tu vois, je le sais, et j'en ai beaucoup parlé avec mes parents, et je n'en veux aucunement, au contraire, je comprends l'intention qui est de protéger ses enfants et de vouloir le meilleur pour eux, et mes parents voulaient éviter le risque pour moi, tu vois, ils avaient peur du risque, et donc ils voulaient que j'évite un maximum de risques, et quand à 18 ans, je leur dis, ah, punaise, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, mais moi, j'ai un truc que j'aimerais faire, c'est être acteur, on me dit, ah, tu sais, être acteur, il y a beaucoup de gens qui voudraient l'être, c'est pas facile, il faut du réseau, puis nous, on n'a pas de réseau, puis tu sais, il y a des millions de gens qui voudraient le faire et il y a peu de gens qui réussissent. Donc,
Ah, on est en 2000 à ce moment-là, l'informatique, c'est mieux. Est-ce que tu voudrais pas plutôt faire de l'informatique? Et du coup, je suis cette raison cette voie de la raison, tu vois, dire, ah, ils ont raison, ok, je fais de l'informatique. Puis, rebelote, au bout de 2 ans, après un DUT informatique, je me repose la question, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et je me dis, ah, j'aimerais bien lancer ma propre boîte de création de sites parce qu'à l'époque, j'apprends à développer. J'ai vendu quelques sites comme ça au black à des associations. Et je me dis, bah, pourquoi pas lancer ma propre boîte, ouais, je dis ça à mes parents. Ah, j'aimerais bien faire ma propre boîte de création de sites. Puis là, rebelote, bah, ah ouais, mais tu sais, lancer sa boîte, c'est risqué, c'est dangereux. Puis il y a plein de gens qui veulent faire ça. Il y en a très peu qui réussissent. Puis il faut du réseau pour lancer sa boîte. Un peu le même discours que pour les, tu vois, c'est intéressant de voir ça. Ils ont raison. Du coup, bah, j'ai pas fait, j'ose pas en fait. Et puis plein de fois, même dans mon enfance, tu vois, ma première copine, je l'ai eue à 18 ans, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement social, mais à l'époque, j'avais peur, j'osais pas en fait euh, oser demander, oser faire certaines choses. Et pendant toute la construction finalement de mon enfance, adolescence, adulte, ben, j'ai pas osé en fait. Et du coup, c'est en prenant conscience que les choses arrivent quand on ose que on peut vraiment s'épanouir. C'est devenu ce mantra parce que à la base, c'était un mantra pour moi. À la base, c'était un mantra, c'était quelque chose que moi, je voulais accomplir. Je voulais être quelqu'un qui soit capable d'oser. J'en avais marre d'être cette personne qui se conformait à ce qu'on attendait de lui ou qui ne sait qu'écouter les autres et pas lui-même, en fait. Et j'avais envie d'oser être moi-même et j'avais envie d'être cette personne qui dit, tu vois, je croyais ça, mais je n'osais pas le faire, encore de dire, je préfère avoir des remords que des regrets. Je préfère faire des choses et me dire, bah, ok, peut-être j'aurais pas dû le faire ou peut-être bah, ça n'a pas marché, mais je préfère essayer et que ça marche pas plutôt que de ne pas essayer. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui je suis capable de faire, que je rêvais de faire il y a quelques années, mais que j'étais incapable de faire parce que j'avais trop peur. Et du coup, bah, se oser être soi-même et se réaliser, c'est exactement la quête que moi j'ai voulu faire en décidant en 2014 de quitter le salariat et de trouver ma voie, de trouver qui je voulais être, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, qu'est-ce que je voulais raconter à mes enfants comme histoire, qu'est-ce que je voulais avoir comme, tu vois, je veux être souvent je prends cette image, mais j'aimerais être comme un pirate, tu vois, qui est capable de raconter au bar toutes ces aventures, toutes ces péripéties, comment il s'est fait cette cicatrice, comment il s'est fait couper sa jambe, comment est-ce qu'il a perdu cet œil. Enfin, je m'en fiche, mais je veux qu'à la fin de ma vie, quelque part, ma vie soit mémorable pour moi, pour mes enfants. Enfin, je veux être capable de raconter mes aventures. Et le truc, c'est que si j'ose pas vivre ces aventures-là, je ne serais pas capable de le faire. Et ça a été ça le départ. En 2014, c'était pour moi. Je voulais incarner cette identité de ce David qui ose, qui est lui-même, peu importe ce que les autres pensent, et qui se réalise vraiment pleinement. Et ça a été ma quête personnelle. Avant de devenir un mantra, c'était ma quête personnelle. Ok. Et justement, à travers oser être se réaliser, est-ce qu'il y a des personnes qui ont été déterminantes dans ce parcours ou est-ce qu'il y a des mentors, des guides, des livres, des choses qui t'ont vraiment impacté justement ok, oser dans un premier temps et après qui ont façonné qui tu es aujourd'hui? Ouais, plein de choses. Un des, enfin, tu vois, un des livres, un des livres comme ça, un des premiers livres qui m'a vraiment mis sur ce chemin-là, c'était la méthode GTD de David Allen. C'est s'organiser pour réussir. C'est peut-être on peut se dire tiens c'est étrange parce que ça n'a pas trop de rapport et pourtant si. À l'époque je suis ingénieur commercial et j'ai le sentiment que je suis toujours dans le rush, je suis toujours tu vois et je vois peu Timothée et Céline. Et je suis toujours dans le rush et je me dis, j'ai besoin de mieux m'organiser. Et en fait, en découvrant ce livre qui est au départ sur l'organisation personnelle, je me rends compte qu'il y a, avant de t'aider à t'organiser, ce que cet auteur-là, David Allen, t'amène à faire, c'est à prendre de la hauteur sur ta vie et sur c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi, c'est quoi les projets que tu veux vraiment réaliser et qu'est-ce qui ferait que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, tu sois dans une situation où tu dis waouh, c'est vraiment génial. Et ça a été un premier changement de paradigme pour moi. Simplement de me dire ah, il faut que je vois plus loin en fait. Il faut que je vois plus loin. Il faut que je me pose, faut que je monte. Il faut que j'arrête d'être le nez sur la feuille. Il faut que je prenne de la hauteur sur ma vie et que je commence à me dire vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce qui va me permettre de pouvoir me dire dans 1 an, waouh, j'en suis à un stade que je rêve en fait, que je rêvais d'avoir. Il y a eu ce stade. Je sais qu'à ce même moment, David Laroche a eu pas mal d'impact aussi sur moi parce que je commence à m'intéresser un peu à tout ce domaine. Je regarde ces vidéos de David Laroche et sur cette notion de confiance en soi, de oser. Ça, c'est tu vois, les premières notions justement sur la notion d'oser et autres. Je sais que David m'a beaucoup aidé là-dessus, juste avec ses vidéos en fait. Et quand je l'ai rencontré plus tard, justement, j'ai pu lui partager ça. Alors merci de ça, mais ces vidéos m'ont beaucoup aidé là-dessus.
Il y a plein de choses sur mon parcours, comment dire, qui ont plein de personnes et de livres qui ont évolué, mais ouais, je crois que cette notion de enfin, le livre numéro un, ça a été, David Allen. Hem, Après, ça Que a des été de David, comme que ouais, ça des c'est marrant. David. C'est pas faux, tiens, j'avais pas fait le rapproche. J'ai d'autres auteurs qui sont pas des David que j'ai trouvé géniaux, mais après c'est plein de gens, tu vois? Il y a pas de je peux en citer plein d'autres, mais c'est le fait d'aller à la rencontre d'autres personnes qui croient à ce que moi je crois et qui ont accompli ce que moi j'ai envie d'accomplir. Quand je commence à m'intéresser au domaine du web entrepreneuriat notamment, aller à la rencontre dans des événements où il y a ces gens-là, qui eux aussi finalement ont envie de créer cette vie-là, de créer quelque chose en dehors des sentiers battus, eh bien ça permet de continuer à ouvrir les cases, de continuer à se dire ah tiens c'est possible pour d'autres, ça peut être possible pour moi, parce que finalement je ne pourrai jamais créer quelque chose que je ne crois pas possible. C'est-à-dire que je ne pourrai jamais atteindre des résultats supérieurs à ce que je crois possible. C'est-à-dire que le résultat maximum que je pourrais atteindre et créer est à la hauteur de ce que je crois possible. Et du coup, ça, j'ai pris conscience de ça plus tard. Un certain Julien Musi également m'a aidé à prendre conscience de ça. Mais du coup, je sais qu'en regardant mon parcours, le fait d'aller me côtoyer des gens qui sont sur le même chemin que moi, qui sont déjà plus en avance que moi sur ce que moi je veux accomplir, me permet justement d'ouvrir des cases en fait. Et je pense que quelqu'un qui aujourd'hui euh, a des idées de se dire bah ouais mais ça c'est pas simple ou c'est pas possible ou moi mon cas à moi est différent et oui mais moi j'ai des enfants ou je peux pas voyager oui mais moi j'ai pas un gros salaire je peux pas voyager, j'en sais rien quelles sont les croyances qu'on peut avoir, tu vois. J'ai Eh pas le bien temps. un des meilleurs où j'ai pas le temps, je peux pas voyager, oui mais moi j'ai un business, je peux pas développer mon business et voyager, oui mais moi je suis salarié, je peux pas salarié et voyager. Enfin bref, c'est d'aller voir des gens qui eux voient les choses différemment et qui leur limite de ce qui est possible est certainement supérieure à la nôtre. Et en côtoyant ces gens-là, en essayant de comprendre comment ils pensent, eh bien, c'est ce qui nous permet aussi de faire évoluer notre périmètre de ce qu'on croit possible. Et c'est là où on avance, on évolue et on peut accomplir des choses et se retourner 1 an, 2 ans, 10 ans plus tard en disant waouh, j'ai fait des trucs que jamais j'aurais imaginé pouvoir faire un jour. Donc, Il y a une croyance qui est très forte chez les personnes que j'accompagne, c'est: «J'ai pas le temps de prendre soin de moi parce que, je suis entrepreneur ou je travaille dans une entreprise où j'ai beaucoup de responsabilités, j'ai pas le temps». Heu, Toi, tu es un parfait exemple de quelqu'un qui a des responsabilités, qui a une entreprise, qui a une vie de famille. Comment tu prends soin de toi? moi, j'ai pas le temps quand j'ai tendance à vouloir me dire ça, c'est parce que ça m'arrive encore parfois de me dire ah j'ai pas le temps. Et en réalité, la vérité, c'est que c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je suis pas clair sur ce que je veux faire et je me suis pas organisé pour le faire. En tout cas, je parle vraiment de mon expérience personnelle. Et à chaque fois que je me dis ça, je me rends compte, et la vie m'a permis de me rendre compte que soit j'étais pas clair sur ce que je voulais accomplir et donc du coup, ben, j'avais pas priorisé les choses, soit j'étais clair mais je l'avais pas planifié et je n'avais pas pris le temps de le faire. Et tu vois, aujourd'hui, le système d'organisation pour moi, la vie nous amène ou nous ramène à nos plus petits standards. C'est-à-dire qu'on n'obtient pas les choses dans la vie à la hauteur de nos plus grandes ambitions, on n'accomplit pas des choses à la hauteur de nos plus grands rêves, à la hauteur de nos plus grandes ambitions, on atteint des résultats au niveau de nos plus petits standards. C'est-à-dire que souvent la vie va nous ramener vers ce que l'on tolère. Et le seul moyen d'augmenter notre niveau de tolérance, à mon sens, c'est de mettre en place des systèmes. C'est de s'appuyer, non pas sur notre volonté, non pas sur notre discipline, non pas sur notre force de volonté personnelle, mais c'est de mettre en place des systèmes qui sont là pour soutenir les choses qui sont importantes pour nous. Si faire du sport, c'est important pour moi, tant que je n'ai pas clarifié, pourquoi c'est vraiment important, est-ce que vraiment c'est important, et deux, tant que je n'ai pas clarifié, OK, comment je le planifie, et que trois, je n'ai pas mis un système en place pour m'y tenir, c'est sûr que je ne pourrais, il y a de fortes chances que j'y arrive pas. Parce que je vais compter uniquement sur ma volonté, uniquement sur ma motivation personnelle. Et cette motivation-là, elle va avoir tendance à être redescendue avec le niveau de tolérance. Et augmenter son niveau de tolérance, c'est mettre en place des systèmes pour ça. Et moi, dans ma vie, c'est ça qui me permet
pour ce qui est important pour moi. Et il y a certains trucs sur lesquels je ne suis pas bon, je suis pas, tu vois, je pense le sport, par exemple. Aujourd'hui, je ne fais pas beaucoup de sport par semaine. Enfin, je fais 1h30 de tennis le mardi. Je fais de la marche un peu avec Céline. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme du sport, même si on essaie de marcher rapidement. J'en fais pas beaucoup, mais parce que ce n'est pas une priorité pour moi. Et je tolère ça. Tu vois, ça m'amène à mon niveau de tolérance le plus faible. Tu prends un Thibaut Inchep, il a un corps ultra musclé parce que son niveau de tolérance sur son physique, j'ai vu des photos de toi, tu as des abdos que j'aurais peut-être jamais, parce que tu as un niveau de tolérance vis-à-vis de ça qui est certainement largement supérieur au mien. C'est-à-dire que tu tolères beaucoup moins de choses que moi, je suis capable de tolérer vis-à-vis de ça. Et du coup, tu as certainement mis en place des systèmes pour y parvenir. Moi, je crois vraiment à ça, en fait. Je crois dans notre capacité à 3 choses: clarifier ce qui est important pour nous, le planifier, et ce n'est pas suffisant pour moi, il faut mettre en place des systèmes pour y parvenir. Et tu vois, sur cette marche, par exemple, pour avoir cet équilibre et marcher 3 fois par semaine, bah, il faut que je mette en place de planification et le système pour ça. Le système pour ça, c'est quoi? C'est dans l'agenda, je me rappelle, enfin, c'est même pas un rappel, c'est je planifie dans l'agenda, et avec Céline, dans l'agenda familial, on se met ça avec un rappel ensemble, et c'est parti, quoi. Sur la partie de l'alimentation, ça, je me remets en toute honnêteté, c'est assez simple pour moi. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts là-dessus parce que Céline gère la partie nutrition de la famille. C'est elle qui s'occupe de vraiment planifier le repas de la semaine. On va au marché, par exemple. Le système, c'est qu'on va au marché tous les deux le dimanche matin pour faire les courses au marché. Et Céline, elle a déjà planifié tous les repas de la semaine avec des repas sains, etc. Donc, ça, c'est elle qui s'occupe de ça. Donc, moi, je m'appuie sur elle, je compte sur elle pour cette partie-là. Et par contre, le système qui est en place, c'est que l'habitude, Céline est là. Chaque samedi, elle planifie le repas de la semaine à venir, le midi, le soir, en fonction de qui est à la maison le midi, qui est à la maison le soir. Et il y a les courses du dimanche matin qui sont là en fonction des légumes, des fruits dont on a besoin. Et puis, une fois par semaine, en grande surface pour certains compléments qu'on ne pourrait pas trouver au marché. Voilà. Bon, en tout cas, il y a quand même un système en place vis-à-vis de ça. Je ne sais pas si ça répond à la question ou pas. J'ai Ouais, l'impression de complètement parler de trucs, mais… non, non, ça répond clairement à la question. La question, c'était comment tu prends soin de toi. Et j'aime OK. beaucoup cette réponse que je mets en place des systèmes. Parce que, à vrai dire, c'est exactement ce que je mets en place avec mes clients, c'est justement de trouver le système qui va leur convenir à eux dans leur Ouais. contexte pour que ça fonctionne. Et souvent, c'est ce qui génère énormément de culpabilité, surtout quand on veut reprendre soin de sa santé, sa condition physique, qu'on veut voir même transformer, perdre du poids, prendre un peu de muscle, et cetera. Je Ouais. vais faire un truc parce que j'ai vu ça chez telle personne ou à tel endroit sur internet, j'ai vu une vidéo de Thibaut InShape, j'ai fait un truc. Je vais le faire et en fait ce système-là ne me correspond pas dans mon système de valeurs et dans mon organisation, et c'est quelque chose c'est une pépite que tu nous livres là parce que c'est ce qui fait le succès d'un business, d'une transformation physique, d'abaisser son niveau de stress, de réussir à prioriser sa famille, c'est juste d'avoir des systèmes. Tu nous parlais tout à l'heure du fait que tu vas planifier des moments de marche avec ta femme. Mmh. C'est le système. Et c'est quelque chose qui est incroyable. Le jour où on comprend que c'est le système qui va nous permettre d'aller justement au palier supérieur, une fois qu'on a compris que c'était possible, ça va faire qu'on augmente petit à petit ce niveau de tolérance dont tu parlais. Donc, vraiment merci pour ce partage. Hem, pour terminer, si tu avais justement un conseil à donner à un leader, un entrepreneur, un chef d'entreprise ou peut-être, un manager, un travailleur indépendant qui se sent dépassé aujourd'hui, heu, physiquement ou mentalement d'ailleurs, qui a un niveau de stress élevé. Alors, tu as donné un premier conseil, mettre en place des systèmes. Est-ce que tu en aurais un autre? Ouais, bah, en fait, déjà, si cette personne-là sent que les choses doivent changer, parce que si ça continue comme ça, elle va dans le mur ou elle va dans un endroit qu'elle n'a pas envie d'aller, peu importe ce que ça donne, bah, pour moi, la première chose, c'est vraiment de reclarifier qu'est-ce qu'elle veut concrètement et pourquoi elle le veut. Et on parle souvent de ça, mais le cœur de tout, c'est d'être au clair sur qu'est-ce qu'on veut et pourquoi on le veut. Parce que si on veut quelque chose, mais qu'on n'est pas clair sur le pourquoi on le veut et qu'on le fait non pas parce que c'est quelque chose de vraiment important pour nous, mais on le fait parce qu'on croit devoir le faire ou parce qu'on se dit qu'il faudrait que je le fasse
pour être un bon père, il faudrait que je le fasse pour être un bon entrepreneur, il faudrait que je le fasse ça pour être un bon mari, il faudrait que je le fasse ça pour être, je sais pas, un bon ami, il faudrait que je fasse ça pour être un bon citoyen, il faudrait que je le fasse ça pour être un bon je sais pas quoi, mettez l'étiquette que vous voulez, mais si on fait les choses parce qu'on pense qu'on doit les faire pour être quelque chose qui provient de l'extérieur, alors il y a peu de chances qu'on le tienne dans la durée. Donc, si vraiment c'est important, c'est OK, qu'est-ce que je veux dans l'idéal? Où est-ce que je veux en être? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le résultat que je veux obtenir? Et surtout, de comprendre et de clarifier pourquoi je veux le faire vraiment et pourquoi c'est vraiment important. Parce que si vraiment, en fait, si au final, c'est pas si important, à quoi ça sert de se mettre du stress et de la culpabilité pour quelque chose qui est en réalité pas important? Et OK, ben, si ce n'est pas important, juste, ce n'est peut-être pas un objectif à poursuivre, en fait. Et dans ces cas-là, abandonne ça et prends ce temps, cette énergie disponible que tu retrouves en abandonnant cet objectif pour un vrai objectif important pour toi, pour un vrai objectif clair qui fait du sens pour toi. Parce que je crois que le but de notre existence, c'est uniquement d'être de plus en plus aligné, authentique à notre chemin de vie et à ne poursuivre que des objectifs qui font sens pour nous parce que c'est là où c'est plus simple aussi. Donc, voilà, première chose, ce serait ça, c'est de clarifier. Qu'est-ce que je veux et pourquoi je le veux? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui fait sens? Est-ce que c'est dans mes valeurs hautes? Est-ce que ça nourrit ça? Est-ce que c'est vraiment important pour moi? Est-ce que je suis 100% à 10 sur 10 sur oui, ça vient de l'intérieur de moi et c'est quelque chose qui vraiment compte parce que sinon, ça ne sert à rien de poursuivre cet objectif-là. Ça, c'est la première chose. Ouais, après, c'est la suite, tu vois, c'est ce qu'on a vu juste après, c'est de se dire, tiens, de quoi j'ai besoin en fait? De quoi j'ai besoin pour accomplir ça? Est-ce que j'ai besoin de développer des compétences? Est-ce que j'ai besoin de développer des connaissances? Est-ce que j'ai besoin de m'entourer de quelqu'un? Quel système je dois pouvoir mettre en place pour y parvenir? Parfois, un système, c'est une fois par semaine. Tu vois, moi, quand j'ai lancé mon business, un des systèmes que j'ai mis en place, c'était créer un mastermind. Je n'avais pas d'argent à l'époque pour investir dans un mastermind à plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais j'ai créé mon propre mastermind. J'ai fédéré autour de moi des gens qui étaient au même niveau que moi à peu près, et ensemble, on se réunissait toutes les semaines et on se parlait. Mais c'était un système qui me permettait d'être au contact de gens, de poser des questions et d'être obligé d'être dans cette dynamique-là quelque part. On peut se poser ce genre de questions, de quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de connaissances, donc de livres, de formations? Est-ce que j'ai besoin d'accompagnement? Est-ce que j'ai besoin de réseaux, de contacts? Et ensuite, de pouvoir savoir quel est le plan d'action que je peux mettre en place dans les semaines à venir pour que ça devienne une habitude. Parce qu'en fait, la clé au bout d'un moment, je pense, c'est d'être capable que notre système nous développe de nouvelles habitudes, des habitudes qui deviennent des réflexes pour qu'on n'ait même plus besoin quelque part de réfléchir à faire les choses. Là, on a déménagé, donc on doit tu vois, c'est ça qui est intéressant. À notre ancienne maison avec Céline, quand on a commencé à mettre la marche 3 fois par semaine, c'était dans l'agenda. Et au début, j'avais besoin de voir le rappel pour me dire, ah tiens, il faut que j'arrête là, dans 15 minutes, on va marcher. Et puis au bout d'un moment, c'était devenu un réflexe. C'était tellement une habitude que j'avais même plus besoin du rappel, on savait, tout était fluide. On a déménagé, ça a chamboulé un peu nos habitudes. Parce que c'était plus loin, du coup, c'était un peu différent. Enfin bref, ça a changé les choses. Et du coup, on est obligé de reprendre un système pour que de nouvelles habitudes s'ancrent. Et c'est partout là. Tu vois, moi, je suis le premier à avoir arrêté je ne sais combien de fois la musculation. C'est-à-dire, j'aimerais bien avoir des épaules un peu plus larges, j'aimerais bien un peu muscler mon haut de corps. Et des centaines de fois, j'ai commencé pendant 2 semaines à pousser un peu de la fonte et puis à arrêter au bout de quelques semaines. Là, ce qui s'est passé, il y a quelques temps, pendant 2 ou 3 mois, j'étais ultra régulier. C'était devenu une vraie habitude. Vraiment, c'était bien. Et je m'étais rendu compte que moi, ce qui était fluide pour moi, c'était pas de le faire ni le matin. Moi, le faire du sport le matin, laisse tomber. Moi, le matin, j'ai pas de routine. Je me lève 5h30. J'aime bien me lever à 5h30 en ce moment. Je me lève à 5h30, je prends mon café, je me mets devant l'ordi à 6h, je fais mes petits reporting. Ça, c'est ma routine, j'adore ça. Je me sens bien là-dessus, c'est mon kiff. Par contre, faire du sport à 5h30, c'est hors de question. Enfin, c'est pas possible pour moi. Par contre, je me suis rendu compte que faire du sport avec les haltères, par exemple, le soir devant la télé, on a une série qu'on aime bien regarder avec Céline, ça me parle. Et ça, grâce à cette habitude-là, pendant 3 mois, je m'y tenais quasiment tous les jours de la semaine presque. Et puis, je me suis fait attaquer par un chien. Du coup, j'ai été blessé et je ne pouvais plus faire ces exercices-là. Ça a duré pendant 2 mois. Donc là, ça fait 2 mois que je ne l'ai pas fait et je n'arrive pas à m'y remettre en fait. Parce que j'ai perdu cette habitude. J'ai perdu et je n'ai pas remis en place le système. Je sais que si je voulais m'y remettre, et maintenant je vais pouvoir le faire parce que ça y est, avec mon poignet, je peux le faire, je vais devoir remettre en place le système qui va m'amener vers le fait que ça devienne une habitude, pour que ce soit beaucoup plus facile et que ça soit presque automatique. Donc voilà, il y a plusieurs Tu veux un conseil de David Véninck ou pas? Ouais, vas-y. Le conseil que je viens d'apprendre avec David Véninck, c'est de bien être réaligné sur pourquoi tu veux le faire.
Donc, je Mm. t'invite à appliquer ce conseil. C'est C'est ce qui va vrai, faciliter le fait que tu t'y remettes. c'est vrai. Et je crois, et tu vois, je crois qu'il y a un pourquoi qui n'est pas ultra fort là-dedans. C'est pour ça aussi que j'ai du mal un peu à m'y remettre. Parce que j'ai envie, mais ce n'est pas un désir genre brûlant, tu vois. Ce n'est pas urgent. Je ne ressens pas, tu vois, si je suis honnête avec moi-même, ça me ferait plaisir, euh, tu vois, d'arborer un haut de corps plus dessiné, mais je tolère, j'ai un niveau de tolérance qui fait que, ok, je tolère comment je suis aujourd'hui physiquement, sinon je serais pas, je ferais différemment. Donc, j'ai conscience que je tolère ça et que c'est une envie de le faire, mais c'est une envie, si je suis honnête, qui n'est pas vraiment ultra brûlante, tu vois. Mm. Mais comme c'est quelque chose que j'ai envie quand même de prioriser, ben, du coup, effectivement, il faut que je me pose la question vraiment, tiens. Et là, du coup, il y a un exercice que Julien m'a appris. Si je veux vraiment relier ça à quelque chose d'important, c'est de clarifier, de prendre une feuille et de me dire, OK, 50 bonnes raisons, 50 avantages à faire ça, 50 avantages à reprendre cette habitude et 50 inconvénients à ne pas la reprendre, 50 inconvénients à ne pas retrouver cette hygiène de sport. Et là, ça peut m'aider à reconnecter finalement à quelque chose de plus puissant sur pourquoi c'est important pour moi de le faire. Donc, ouais, je te remercie pour ce conseil. Justement, souvent, il y a des personnes qui se disent: «OK, je ne tolère plus ce niveau de forme, je ne tolère plus ce niveau de stress. Je ne tolère plus ça, il faut absolument que ça change» et qui sont, pendant un certain temps, très claires sur le fait qu'elles veulent changer, elles veulent reprendre en main leurs conditions physiques et malheureusement, elles vont tester des systèmes et tester des choses, implémenter des systèmes qui ne leur sont pas adaptés et du coup, elles finissent par croire que c'est pas pour elles. Ça, c'est valable pour le business parfois. Parfois, Mm. on va rencontrer des personnes qui essayent depuis tant d'années de d'avoir du succès en affaires, qui savent que c'est important pour elles, mais qui n'y arrivent pas et du coup, qui se déconnectent finalement de cette vision. Est-ce que tu auras un conseil justement pour ces personnes qui, à un moment, se disent: «Je ne tolère plus ça, il faut que ça change», mais qui, par le fruit d'expériences qui étaient, qu'elles perçoivent comme des échecs, finissent par se dire cette phrase qui est terrible: «Ah, peut-être que c'est pas pour moi», Mm. tu vois? Qui finissent par être déconnectées de leurs rêves et de ce qui est vraiment important pour elles. Tu aurais un conseil pour ces personnes-là? Ok, ouais. Ce que j'entends, quand j'entends ça, moi, ce que je me dis, c'est euh, si à un moment donné, on en vient effectivement à douter ou à avoir ces obstacles-là qui viennent se mettre en travers de notre chemin, souvent, c'est que on n'atteint pas le résultat que on veut obtenir et notre objectif est connecté au résultat. Que l'objectif que l'on a dans notre esprit, c'est la destination. C'est je veux perdre 10 kilos par exemple. C'est perdre 10 kilos. Ou si c'est du chiffre d'affaires, c'est je veux générer 10 000 euros par mois. Je veux générer 5 000. Je m'en fous du chiffre d'affaires, peu importe le montant. Mais et souvent, moi en tout cas, c'est ce que je perçois, c'est que quand on arrive à soit se sentir découragé ou baisser les bras, quand on n'obtient pas tout de suite le résultat qu'on désire, c'est que notre objectif est peut-être connecté à un résultat et non pas au chemin, non pas connecté au fait de trouver le bon moyen, de tester une nouvelle approche. Et toi, je me dis que quel que soit le résultat qu'on doit obtenir, ça c'est Jean-François Zobris qui m'a transmis ça, c'est une des personnes d'ailleurs qui pour moi a mis des mots sur quelque chose que j'appliquais par le passé, un peu inconsciemment, mais qu'en le conscientisant, c'est devenu une habitude, c'est de ne jamais confondre objectif et résultat. Tu vois, il expliquait une chose, c'est que quand il a repris la direction générale de l'entreprise Favi, euh, évidemment, il voulait avoir plus de parts de marché auprès de leurs clients. Eux, ils vendaient des fourchettes automobiles, dans des pièces de moteur. Et ils voulaient être plus présents chez Renault, chez Peugeot, etc. Et plutôt que de dire à ses équipes, l'objectif, c'est d'augmenter de 30% les parts de marché, ça, pour eux, ce n'est pas un objectif, c'est un résultat. Un résultat qui va arriver un but, tu vois, qui va arriver naturellement si on accomplit des choses dont on a le pouvoir. Et souvent, quand on se fixe un objectif dont on n'a pas le contrôle, genre perdre 10 kilos, je n'ai pas le contrôle. Avoir 10 clients le mois prochain, je n'ai pas le contrôle. Là où j'ai le contrôle, c'est le nombre de séances que je peux faire, c'est le fait de compter les calories. Ce que j'ai le contrôle, c'est le nombre d'appels au téléphone que je vais solliciter, c'est le nombre d'emails que je vais envoyer, c'est le temps que je vais travailler chaque jour. Ça, j'ai le contrôle. Mais le résultat, je n'ai pas le contrôle. Et souvent, quand on perd la foi ou ce genre de choses, c'est qu'on a un objectif sur lequel on n'a pas le contrôle et on se sent un peu démuni par rapport à ça. Et l'objectif qu'il a donné à ses équipes, c'était « je veux que Renault nous aime ». Ça, c'est votre objectif.
démerdez-vous, je m'en fous de savoir comment. C'est l'objectif que vous avez, c'est je veux que Renaud nous aime. Et du coup, ils ont mis en place des stratégies pour faire en sorte, OK, peut-être qu'on doit être plus réactif au téléphone, peut-être qu'on doit livrer les pièces plus rapidement ou de meilleure qualité ou faire un suivi téléphonique. Et le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est en mettant en place toutes ces actions où ils ont le contrôle, naturellement, Renault les a aimés et ils ont augmenté leur part de marché. Tu vois, c'est un petit peu pareil dans tous les autres domaines de notre vie, je crois, c'est qu'on a trop souvent tendance à avoir des objectifs ou à se fixer des objectifs qui sont des buts, qui sont des résultats. Et ça nous enlève du pouvoir. Et si tu as essayé une méthode qui n'a pas marché, eh bien, c'est pas grave dans le sens où le résultat n'est pas encore là, mais ton objectif ne devrait pas être, par exemple, de perdre 10 kilos ou d'avoir 3 cm de tour de bras en plus. L'objectif peut être plutôt de se dire, OK, je suis en chemin pour y arriver et mon objectif, c'est de trouver la méthode la plus adaptée pour moi. Ce qui fait que le jour où cette première méthode ne marche pas, ce n'est pas un échec, c'est juste quelque chose qui est dans le chemin, qui fait partie de ton objectif, que ça fait partie du process, que, OK, cette première méthode, elle ne m'a pas apporté à destination, OK, mais elle m'a fait quand même avancer sur mon objectif qui est de trouver la bonne méthode. Et je suis souple par rapport à ça et j'ai le contrôle de me dire, OK, eh bien, je vais tester une méthode numéro 2 et c'est juste normal. Tu vois, c'est Thomas Edison, je crois, qui a mis, je ne sais plus combien de milliers d'ampoules, je crois, la légende dit que c'est 9 999 ampoules Oui. qui n'ont pas marché et c'est à la 10 millième qu'il a trouvé le bon fonctionnement de cette ampoule-là. Mais les 9 999 premières ne sont pas des échecs. C'est juste, c'était son chemin, c'était l'évolution, l'apprentissage qu'il avait besoin d'avoir pour réussir, en fait. Et quel que soit le domaine de notre vie, quoi que l'on entreprenne, c'est uniquement un chemin d'apprentissage qui nous amènera à un moment donné, tant qu'on n'abandonne pas, là où on veut aller. Et c'est Georges Clemenceau qui a dit un jour, moi, je sais que je me suis beaucoup construit et forgé avec des citations, avec des mantras comme ça. Et un qui, moi, m'est toujours encore utile, c'est que la seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. La seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Ça veut dire que tant que tu n'as pas atteint ton résultat, tu n'as pas échoué. C'est juste que tu es en train d'apprendre, tu es en train de progresser, tu es en train d'avancer. Et tant que tu n'abandonnes pas, tu as une chance d'aller continuer à obtenir ton résultat. Donc, voilà. Moi, le conseil que je pourrais donner, c'est revenir un cran en arrière et te demander, OK, est-ce que je me suis fixé un objectif sur un résultat, un but, ou est-ce que je suis vraiment fixé sur un objectif dont j'ai le contrôle? Parce que si on fixe un objectif qui est un but, on va créer de la frustration, on va créer de la culpabilité, parce qu'on va ne perdre son pouvoir d'action quelque part. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît important. Ouais, je te remercie beaucoup. On va terminer là-dessus parce que c'est comme ça les gens pourront vraiment réfléchir à ça. Des questions fondamentales à se poser, surtout en plus, tu as pris un très bon exemple à travers le prisme de la transformation physique, où c'est très fréquent en fait. Mais je pense que dans le business, c'est un peu pareil. Je pense que c'est très rare les personnes qui excellent en affaires dès la première chose qu'ils vont tester. C'est Mm. d'ailleurs une capacité, je pense, qui doit être présente chez tous les entrepreneurs, à savoir la résilience. Oui, Et il y a un peu ce truc-là dans la perte de poids ou la transformation physique en règle générale. C'est à moins que tu tombes directement sur la bonne personne, le bon coach ou le bon process qui te correspond, il y a de grandes chances qu'il faille tester plusieurs choses et être toujours câblé sur OK, sur quoi j'ai le contrôle et qu'est-ce que je peux faire concrètement. Ça permet de déculpabiliser, de se remettre rapidement dans l'action. Et quand on est dans l'action, j'aime bien cette image, tu sais, où dans la vie, on voit, c'est un peu comme une image au cinéma, tu as ce qui est au premier plan, au second oui, plan et à l'arrière-plan. Et le problème, c'est que oui, dès lors que tu quittes cette phase où tu passes à l'action, qu'est-ce qui revient au premier plan? Il y a pas les actions pour repasser au premier plan et pour flouter un peu toutes tes croyances, tes doutes, tes peurs. Donc, il y a tout ça qui revient au premier plan et c'est ce qui génère beaucoup d'immobilisme chez les personnes qui finissent par se dire: «Ah, c'est peut-être pas pour moi alors». ouais. Non, c'est juste que ça s'applique pas les bons process. Et exactement. Et tu vois, et pour moi, une façon de ne jamais échouer dans la vie, c'est tout simplement aussi de se dire que c'est de tomber amoureux du chemin, en fait. Et c'est de se mettre des objectifs par rapport au chemin. Tu vois, Mmh. quand on dit mon but, mon objectif cette année, c'est voilà, c'est de trouver la méthode la plus adaptée pour moi pour que je puisse faire 1 heure de sport par semaine, par exemple.
bah, tant que je n'ai pas trouvé ce qui me correspond et ce qui me procure du plaisir, tu sais, les gens déconnectent souvent le plaisir. Moi, je crois qu'il faut faire les choses avec le cœur, avec le plaisir. Si tu enlèves le plaisir de faire les choses, c'est fini, c'est mort, tu n'y arriveras pas. Alors que quand tu fais les choses que tu aimes, que tu apprécies, qui te correspondent, bah là, c'est beaucoup plus facile. C'est fun, tu n'as même plus besoin de volonté, c'est beaucoup plus simple. Et je ne peux pas perdre, je ne peux pas échouer dans l'objectif, trouver la chose que j'aime. Parce que si un jour je fais quelque chose qui ne marche pas ou que je n'aime pas, ben, je n'ai pas échoué. Ça fait partie de l'objectif. Je sais qu'il y aura des choses que je vais aimer, des choses que je ne vais pas aimer, et que mon but, justement, c'est de les identifier pour avancer. Donc, je ne peux jamais perdre à ça, en fait. Et moi, j'ai compris ça dans le porte-à-porte. Quand au début, je me fixais l'objectif, il faut que je prenne 3 rendez-vous en porte-à-porte dans la journée. Et quand j'étais bloqué là-dessus, et qu'il arrivait 16 heures, que j'avais 0 rendez-vous, la pression montait, le stress montait, la culpabilité montait, la honte montait de me dire, punaise, mes petits collègues, ils ont pris des rendez-vous. Moi, j'ai 0 rendez-vous. Il me reste, allez, si je veux finir à 17h30, il me reste 1h30 de porte-à-porte. Ça fait, je ne sais pas combien d'heures que j'en fais avant, j'y arrive pas. Et tant que j'étais dans cet objectif de me dire, il faut mes 3 rendez-vous, en fait, je me bloquais parce que mon esprit commençait à avoir peur, et si j'y arrive pas, et blablabla, et blablabla. Alors que j'ai pris conscience que le jour où je me suis fixé comme objectif, non plus un nombre de rendez-vous, mais tiens, mon objectif, c'est de plus en plus être capable de faire rire les gens qui m'ouvrent la porte. De plus en plus, mon objectif, c'est d'être capable de raconter des conneries, parce que je suis quelqu'un, l'humour est une valeur importante chez moi, tu vois, dans mes coachings, ça se sent, dans les webinaires, ça peut vite partir en live, parce que j'aime bien rigoler, j'aime bien plaisanter, j'aime bien faire. Et du coup, ça, c'est mon naturel. Donc, si je suis capable, mon objectif, c'est de plus en plus de ne pas être une pâle copie d'un commercial qui va réciter son speech, mais au contraire, d'être moi-même, de chatter avec les gens. Je suis quelqu'un qui aime les gens, donc juste de rigoler. Et qu'est-ce qui se passe en fait si j'atteins cet objectif-là? Je développe de la confiance en chemin, je développe du lien avec les gens qui vont ouvrir les portes, je suis plus du tout stressé par le nombre de rendez-vous, donc j'enlève la pression sur le résultat et je mets l'attention et l'intention sur la relation, sur le fait si je suis capable de faire rire la personne, ça veut dire que petit à petit j'aurai gagné sa confiance, que petit à petit elle m'aura apprécié. Et donc le résultat qui est la prise de rendez-vous va arriver beaucoup plus naturellement. Et ça, j'ai le contrôle de tiens, je vais essayer mon objectif lors de la prochaine porte, c'est de connaître le prénom des enfants, de connaître le prénom des enfants de la personne. Ça, j'ai le contrôle. Et du coup, eh bien, je me donne beaucoup plus de chances de ne pas me mettre une pression inutile. Voilà. Et ça, c'est un petit peu cette idée de ne pas confondre objectif et résultat. Et quelqu'un qui galère en porte-à-porte, il devrait mieux se fixer comme objectif de connaître le prénom des enfants de chaque personne qui lui ouvre la porte plutôt que de son nombre de rendez-vous. Je peux garantir qu'il va exploser son nombre de rendez-vous s'il se fixe ça comme objectif. Wow, merci pour ces enseignements, merci pour tous ces partages dans l'heure qu'on a passé ensemble. Merci d'avoir pris le temps pour ça. Avec Est-ce plaisir, qu'il y a merci à un toi. endroit où on peut te retrouver, pour retrouver ce que tu fais, un réseau social quelque part? Ouais, sur Facebook, sur YouTube, on peut rien qu'en tapant David Veninck, V-E-2-N-I-N-K, sur Google, on doit trouver. Il y a la chaîne YouTube, le site que je suis en train de refaire également, donc qui redirigera sur les contenus que je peux partager dans le cadre effectivement de la chaîne YouTube ou même de No Limit Impact. Donc en tapant David Veninck, on doit pouvoir trouver des choses. Génial, merci encore à toi. Avec plaisir. C'est moi qui te remercie, Charles.